Merci d'être là. Alors, c'est très difficile de parler avec Christine. Enfin, c'est très facile de parler avec Christine, mais c'est très difficile de faire un entretien avec Christine. Donc, je suis très angoissée. C'est vrai, parce que voilà, Christine fait partie des rares personnes qui, en littérature, engagent sa vie. Et quand elle parle de ses livres, elle engage sa vie aussi. C'est pas ce qu'on appelle de la promotion, comme on dit. Et alors, ce festival s'intitule « Oh les beaux jours ». Et « Oh les beaux jours », on sait à qui ça fait référence. Alors, j'ai trouvé... Tu veux qu'on se vous voit ou qu'on se tutoie? Je ne sais pas. Bon. Donc, on va se vous voyer. J'ai trouvé pour vous, Christine, une citation de Beckett, d'un texte que je ne connais pas d'ailleurs, qui s'intitule « Le monde et le pantalon ». Cette citation de Beckett dit « Il ne s'agit pas de dire ce qui n'a pas encore été dit, mais de redire le plus souvent possible, dans l'espace le plus réduit, ce qui a été dit. » Et quand j'ai lu cette citation de Beckett, eh bien évidemment, j'ai pensé à vous. J'ai trouvé ça absolument admirable pour essayer d'entrer à l'intérieur de votre vocation. Et je pense que cette définition est pas mal. Oui, parce que en fait, c'est non seulement essayer de redire ce qui a été dit, enfin, c'est se passionner pour redire ce qui a déjà été dit, sachant que soi-même, on ne passerait pas par le même endroit. Parce qu'il y a quand même un itinéraire. On croit que écrire et dire, ça se fait comme ça à un endroit. Paf. Bon. Mais il y a un chemin. Il faut passer par quelque part. Or, l'endroit par où passe un auteur n'est jamais le même que celui par lequel moi je pourrais passer ou par lequel l'un de vous pourrait passer. Ça n'existe pas, ça. Les lieux de passage sont uniques, même si la chose qui est dite va forcément être la même, puisqu'il y a quand même des choses universelles et qu'on partage des choses essentielles. En revanche, on ne passe pas dans les mêmes rues, on ne passe pas au même endroit, on ne passe pas dans les mêmes chemins pour y aller. Donc oui, bien sûr, et ça change tout, en fait. Ça change le... Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque livre, c'est rentrer dans un labyrinthe sans savoir véritablement à quel endroit on se repère un tout petit peu? Alors, pour moi, quand j'en suis à cette phase-là que vous décrivez, à savoir le labyrinthe, pour moi, il n'y a pas de livre là. Pour moi, tant que je suis dans le labyrinthe, ou tant que je suis au seuil du labyrinthe, c'est-à-dire que je ne sais même pas s'il y aura un labyrinthe, pour moi, là, je ne suis pas dans un livre. J'ai trop peur, j'ai peur de ne pas, que ça ne me mène nulle part, enfin que je ne trouve pas, que ça ne soit pas ça. Donc je ne parlerai pas d'un labyrinthe. En revanche, à partir du moment où je vois la porte d'entrée, et que là j'ai bien l'impression quand même que je peux passer par cette porte, là je ne parlerai plus de labyrinthe. Je parlerai d'un trajet, et je veux aller au bout, et je sais qu'il y a des embûches, qu'il y a des cul-de-sac, qu'il y a plein de choses comme ça compliquées, mais disons que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la volonté, parce que je ne sais pas si on en parle suffisamment de la volonté, c'est-à-dire que la volonté de faire ce livre-là plutôt qu'un autre,
ou que d'autres, qui auraient été possibles au moment où on était dans les limbes du labyrinthe, hein, mais on ne les connaissait pas, puisque ça n'avait pas commencé, on n'avait pas encore vu la première porte. Mais quand on voit la porte et qu'on entre, on commence à voir le livre, et on commence à le vouloir, et on le veut vraiment. Avant, ce qu'on veut, c'est écrire. Avant de trouver la porte, ce qu'on veut, c'est écrire. Et puis, mais on ne sait pas si on va y arriver. Et puis ensuite, quand on voit la porte, alors on voit le livre. Et là, on veut ce livre, on veut le faire. Donc, mais la volonté ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Et donc, forcément, il va y avoir des arrêts, des difficultés, des tout ça. Mais oui, je disais, le désir, le vouloir, c'est tellement important. Tellement. Mais ce désir ou ce vouloir, c'est des choses conscientes, semi-conscientes ou inconscientes? Je pense que le désir, c'est quand même conscient. C'est-à-dire, ça ne nous lâche pas. C'est conscient puisque ça ne lâche pas. C'est une question quotidienne. Quand le livre n'est pas là, quand il n'est pas commencé, quand il ne commencera peut-être jamais, il y a quand même tous les jours, en se couchant, la pensée, l'espoir, qu'il va y avoir un livre, que ça va arriver. Oui, mais quand vous dites, il y a quelques secondes, qu'il y a plein de livres possibles, et que c'est celui-là que vous allez choisir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des centaines et des centaines d'hypothèses de livres? L'image que j'ai, pardon, là, mais tout d'un coup, c'est les spermatozoïdes. Alors bon... ça frétille. Mais bon, donc, est-ce que quand on a un enfant et que finalement où il y a un fœtus et que ce fœtus est un enfant bien particulier, est-ce que ça veut dire qu'il y a plein d'autres enfants qu'on aurait pu faire? Je n'ai pas l'impression, je ne pense pas. Donc je pense qu'il y a en fait, c'est la question du réel. Hein. Le réel, c'est plus du fantasme, c'est plus des petites graines, c'est plus comme ça, c'est plus ça. C'est une chose, elle est là, elle s'impose. Et qu'elle nous plaise ou non, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ça. C'est là que c'est comme ça que ça s'incarne, que ça se définit. Et donc, tout ce qui aurait pu être n'est pas et ne sera pas, et tant mieux. C'est pas une idée de livre. Pas du tout. C'est l'écriture elle-même. Exactement. Exactement. C'est l'écriture qui vous choisit. C'est-à-dire, c'est pas pour. Je sais pas si elle me choisit. Elle ne me lâche pas, en tout cas. C'est le désir d'écrire qui ne me lâche pas jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une phrase et que j'arrive à reconnaître comme qui m'intéresse. Voilà. Hein. On parle tout à l'heure, je disais, on ne parle pas de volonté, mais il y a aussi la question de ça m'intéresse. Il faut que ce soit quelque chose qui nous intéresse, parce que tous les livres qu'on n'a pas faits, eh bien, c'était tout simplement des livres qui ne nous intéressaient pas. Hein, qui aurait peut-être été très bien, sauf que ça ne nous intéressait pas. Donc ça, on est limité hein, par ce à quoi par ce qui nous intéresse. Et là, c'est pourquoi l'éventail des choses possibles n'est pas si infini, parce que finalement, est-ce qu'on s'intéresse à tant de choses que ça, au point d'en être vraiment... de penser qu'on doit vraiment écrire. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça, de choses qui nous tiennent vraiment, qui ne nous lâchent pas. C'est la forme qui importe plus que le thème? Ben non, bien sûr que non. Non, parce que sinon, il faut revenir aussi à Beckett, hein, les choses doivent être dites. Hein. Donc, il y
y a des choses qui doivent être dites, quand même. Donc ça c'est à prendre en charge. Hein. C'est pas, si c'est juste la forme, à ce moment-là, on tombe dans l'esthétisation de la phrase. Ah oui, c'est beau, ah oui, c'est ça. Bon, mais non. Ce qui doit être énoncé. Ce qui doit être énoncé, ce qu'on vit, ce qu'on connaît tous, doit être écrit. Ce qu'on connaît tous doit être écrit. C'est une sorte de responsabilité qui n'est pas une responsabilité, comment dire, que personne vous a donnée. C'est ça qui est marrant. Personne ne vous a dit, voilà, tiens, il faut que toi, tu prennes cette responsabilité d'écrire ce qui a été écrit. Personne ne vous le dit. En revanche, à un moment, vous vous dites, je dois faire ça. Je dois le faire. Et là, c'est donc une responsabilité dont on se charge. Mais on ne connaît pas tous, comme vous venez de le dire, ce que vous avez connu. Donc, il y a une responsabilité particulière de ce que vous avez éprouvé pour pouvoir le dire. Pas si c'est une responsabilité, c'est plus... Il y a dans le terme de responsabilité quelque chose trop de social, une espèce de devoir social qui n'est pas suffisant, qui n'est pas du tout quelque... Enfin, oui, peut-être ça existe, enfin forcément ça existe, mais franchement, moi, ça ne me suffirait pas, quoi. Non. Donc c'est existentiel, c'est pour pouvoir survivre, respirer. S'amuser, je dirais. Mais s'amuser, c'est quand même très marrant de faire quelque chose que personne ne vous a demandé de faire, de le faire d'une façon qu'on ne vous a pas demandé d'utiliser, que personne ne fait comme ça, mais vous, ça vous intéresse de le faire, mais comme ça. C'est comme ça que ça vous intéresse de le faire. Parce que les gens veulent bien que vous preniez cette responsabilité et que vous parliez prenons l'exemple de l'inceste, tout ça, vous pouvez en parler tous les jours, sur toutes les chaînes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Ah oui, mais vous, c'est pas comme ça que vous voulez faire, vous, c'est comme ça. Et ça, c'est... ah oui, ça, c'est quand même assez... Il y a un petit peu l'idée... Ah bon, ils veulent qu'on en parle. Ah ben d'accord. Ben d'accord. On va le faire. Mais comme ça. Et là, oui, il y a quelque chose qui est... je ne sais pas comment vous dire, c'est... quelque chose qui est très gai là-dedans. Il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a quelque chose qui vous empêche de renoncer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être lâche, puisqu'il y a ce truc qui vous amuse, qui vous entraîne, qui vous intéresse, qui vous excite. Donc, oui, c'est pas seulement bon, allez, il faut que j'explique, là, tout ça. Oui, certes, mais c'est ce qu'on disait. D'autres manières de dire. Il y a tellement de façons, de manières, de rythmes, de phrases, de mots, de choix pour dire toutes les choses. Pour en dire une seule. C'est tellement multiple. Donc ça, oui. Et ce n'est pas trouver cette manière-là pour le plaisir qu'elle soit différente, c'est juste que le fait qu'elle soit différente montre un autre plan, un autre paysage. Ce n'est pas juste pour... Voilà. Non, c'est que du coup, il y a un autre paysage, un autre point de vue, une autre vision. Donc oui, c'est quand même très
exaltant ça. J'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un allait lire votre texte, le premier texte que vous avez publié, qui s'intitule « Vue du ciel » tout à l'heure, dans ce festival. Je voulais savoir, pardon, à quel moment vous avez décidé de parler de l'inceste à l'intérieur de votre écriture, parce que Vue du ciel n'en parlait pas du tout. Alors c'est bizarre parce que je pense que je l'ai décidé après, non pas après l'avoir fait, mais après avoir déjà, disons, mis un petit mot par-ci, une petite phrase par-là, une petite indication à tel endroit. Oui, je pense qu'il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça dans Léonore toujours, par exemple. Il y avait déjà des petits trucs, mais il n'y avait pas, en effet, décidé. Je pense que j'ai... Alors d'abord, je pense que j'ai décidé de le faire, pas une seule fois, mais j'ai décidé de le faire d'une certaine façon quand j'ai écrit l'inceste, même si au début, ce n'était pas ça ce que je voulais faire, mais quand même. C'était plus, dans l'inceste, c'est plus un personnage à un moment qui parle de ça. Bon, voilà. Je pense que j'ai décidé vraiment, et en plus de la façon dont je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme ça. Je pense que c'est une semaine de vacances, la toute première fois, parce que, je vous en avais parlé une fois, on propose une espèce de truc, on me demande une nouvelle érotique pour l'été, pour un journal, enfin je me dis, mais c'est n'importe quoi, enfin bon, journal féminin et tout ça, enfin bon. On est vraiment dans les clichés, les clichés, les clichés, les clichés. Et je crois que c'est... Les clichés, quel est le problème des clichés? Les clichés, le problème des clichés, c'est que c'est quelque chose qui masque, qui est là pour masquer ce qui est réellement. C'est ça le problème des clichés. Sinon, c'est marrant, on aime bien les clichés. Mais c'est quand même un problème. Les clichés ne disent pas la vérité. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, voilà. Puis comme il voulait sous un angle bien particulier, oui, je crois que ça a été là. C'est toujours une contrainte, en fait, de décider. Il y a vouloir et il y a décider. Ce sont deux choses différentes. Vouloir, c'est irrépressible, ça ne se décide pas. C'est quelque chose qui est plus fort que soi. Vouloir écrire. Bon. Décider, oui, ça peut être, c'est vrai. Là, oui, quand je fais le voyage dans l'Est, il y a encore, parce que je me dis, c'est lourd, quoi. Je me dis, mais comment, c'est pas possible, quoi. Et en fait, il y a quelque chose quand on décide qui est de l'ordre de quand même. Le faire quand même. Encore. Le faire encore. Le faire bien que ça serait quand même mieux de ne pas le faire. Voilà, ça serait quand même mieux. Mais bon, ça fait rien. On va le faire quand même. Donc ça, c'est... Mais ne pas faire l'identique. Il y a un terme en musique qui sont les variations. On peut dire que votre œuvre littéraire s'apparente à celle d'un musicien qui va faire des variations. C'est-à-dire que là encore, on peut reprendre racine dans votre phrase du début de Beckett. Souvent, on croit avoir dit quelque chose, dans notre vie aussi, et on s'aperçoit que, en tout cas, les autres n'ont pas entendu qu'on l'avait dit. Parce que même quand on dit quelque chose, on choisit des biais. Et moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais toujours, que j'avais jamais, moi, pris en charge l'histoire de l'inceste. Je l'avais fait à travers l'amour pour ma mère. Ça, c'est un amour impossible. Je l'avais fait à travers la dimension sexuelle et la dimension
enfant, la dimension de l'enfant, ça c'est une semaine de vacances, voilà. Mais moi, est-ce que moi j'avais dit ce que je sais? Est-ce que moi je l'avais fait ça? Est-ce que nous on dit ce qu'on sait, en fait? Ben non, c'est rare qu'on le dise, en fait. C'est très très rare qu'on dise vraiment ce qu'on sait. Or, on sait des choses. On sait des choses qu'on ne sait pas forcément et qui peuvent être délivrées. Ce savoir peut être délivré peut-être par l'écriture, l'acte d'écrire. En fait, je me rends compte que dans la vie courante, dans le dialogue courant, en fait, je raconte je prends un exemple. Il se trouve que Claude, qui est le père de ma fille, avec qui j'ai été mariée pendant très longtemps, et dont j'ai fait un personnage dans Le Voyage dans l'Est, à travers certains dialogues, j'ai souhaité, et je lui ai demandé, j'ai souhaité lui le filmer et faire un entretien filmé avec lui. Et je l'ai fait cette année, au mois de janvier. Bon. Et donc, on était tous les deux, et il y avait 2 caméras qui étaient là. Et on s'est parlé, et on s'est dit certaines choses avec ces caméras. Bon. Et puis, il y a je sais pas, une dizaine de jours, on a dîné tous les deux. On n'avait pas dîné ensemble depuis au moins 15 ans. Et ça s'est très bien passé. Bon. Mais au fond, on ne s'est rien dit d'important. Alors que quand il y a des caméras, ou quand quand vous êtes en train d'écrire, quand il y a un dispositif qui ne concerne pas que la relation avec quelqu'un, bon ben là, on dit les choses importantes. Ou sinon, si on ne les dit pas, le film sera inutilisable, ou le livre n'aura aucun intérêt. Alors que dans la relation sociale, le dîner, la conversation, etc., on ne peut pas s'empêcher de se protéger, de dire « Ah oui, tiens, ça, je vais le dire comme si... » de dire sans dire. On ne peut pas s'empêcher de dire sans dire. On ne peut pas s'empêcher de dire « Mais non, mais ça, je le dirai plus tard. » Eh oui, mais alors que s'il y a des caméras, ou s'il y a un stylo, plus tard, il n'y aura pas le stylo. Plus tard, il n'y aura pas la caméra. Donc il y a quelque chose là de l'urgence qui fait apparaître des choses qui ne se disent pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc la dimension artistique, toutes les choses artistiques qui nous environnent, qui environnent nos vies, toutes les choses irréelles et artistiques, c'est pareil, qui environnent nos vies réelles, nous permettent quand même, enfin, permettent que ce qu'on ne dit pas soit dit quand même. Je ne sais pas si je suis à peu près claire, mais oui, j'espère. Quand j'ai lu Le Voyage dans l'Est, je me suis dit qu'il y avait des psychanalystes qui parlaient de fragmentation du corps, d'éparpillement du corps, quand on a traversé des choses telles que vous les avez traversées, Christine. Et à l'issue de cette lecture, je me suis dit, voilà, Christine Angot, écrivaine, elle rassemble tous les morceaux dans ce texte. Il y a une réincorporation, donc quelque chose de très physique, grâce à une écriture qui est quelque chose de très, peut-être physique aussi, mais quand même théorique. Donc il y a le théorique et le vital qui tout d'un coup prennent corps, si j'ose dire. Alors, est-ce que penser, je veux dire quand on pense soi, est-ce que c'est théorique? Oui. Mais souvent, quand on pense, dans la vie en train de se vivre, je veux dire, alors moi je fais une différence entre penser et penser quelque chose. Donc quand on pense quelque chose, enfin dans la vie courante, quand il nous arrive des choses,
on pense quelque chose, quand même. On pense quelque chose. On nous parle de sidération, on nous parle d'éparpillement, on nous parle de tout un tas de choses. Alors moi je veux bien, enfin bon, je veux dire, l'expérience n'est pas celle-là. L'expérience n'est pas celle-là, je suis désolée. C'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose, c'est pas parce que vous êtes en train d'être agressé, voire votre vie est en train d'être menacée, que vous n'êtes pas un sujet pensant et que ça s'arrête. Non, c'est faux. Vous pensez, bien sûr que vous pensez. Mais c'est ça qui est dit dans le Voyage dans l'Est. C'est ce qui est dit dans le Voyage dans l'Est. À toute seconde, vous pensez ce qui vous arrive. Mais bien sûr, bien sûr. Et vous savez, et vous voyez. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous ne le dites pas, genre vous sortez de la pièce, ah tu sais, voilà ce qui vient de se passer. Non, c'est pas parce que vous ne le dites pas que vous ne pensez pas. Moi, je suis très très gênée en fait par l'image qu'on accole beaucoup à la souffrance, à l'état de souffrance, à l'état de victime, à l'état de tout ça. Oui, une espèce de chose comme ça, de faiblesse et d'objet qui est associé comme si tout d'un coup il n'y avait que la personne qui blesse qui était douée d'un désir et d'une pensée, et que l'autre était cantonné à la situation d'objet. C'est pas parce que vous êtes traité comme un objet que vous devenez un objet. Il y a quand même une grosse différence là qu'il faut quand même réussir à opérer. Sinon, c'est quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Sinon, on perpétue, on soutient d'une certaine manière l'agression, la vision agressive. Or, non, je crois que, enfin, je sais qu'on ne cesse pas de penser, et c'est d'ailleurs très difficile, ce qui est difficile parce qu'on pense des choses dures, voilà, dures, et en plus qu'on ne peut pas communiquer. Voilà. On ne peut pas. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre arrière-mémoire pendant tant d'années pour que ça soit délivré dans ce livre ? Avec cette netteté, cette précision quasi photographique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, je crois que je me suis intéressée, quand même, à ce qui m'était arrivé et à ce qui a continué, parce que ce qui vous arrive, à un moment, continue de vous arriver. Hein, c'est pas tac, tiens, j'ai vécu ça. Et puis après, non. Il arrive quelque chose à un moment, bon, voilà. Après, il y a des fragmentations, voilà, on comprend très bien le concept de bombe à fragmentation, je vois pourquoi on ne le comprend pas pour la vie elle-même. Hein. Donc oui, bien sûr, ça... Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase vraiment formidable l'autre jour, me citant Freud, qui est une phrase de Freud, donc, en fait, c'est Benoît Jacot, pour tout dire, qui m'a dit cette phrase à propos du Voyage dans l'Est et de son personnage. Il dit « Elle souffre de réminiscence ». C'est une souffrance très commune, très largement partagée. Souffrir de réminiscence. Et au fond, on ne souffre jamais que de réminiscence. C'est des nouveaux habits que prennent les choses pour revenir à un truc qui ne passe pas et qui ne passera jamais. Et il ne faut pas qu'il passe. Et donc, ce qui s'est passé, oui, c'est ça. Oui, ça a continué de m'intéresser aussi parce que je le voyais s'incarner sous différentes formes. Hein, c'est-à-dire que l'inceste, moi, est-ce que souffrir de réminiscence, est-ce que c'est souffrir des réminiscences de l'inceste ?
Ben oui, mais c'est quoi l'inceste? C'est une des multiples configurations possibles de l'humiliation, ni plus ni moins, à travers un cercle privé, là, hein, dans la famille. Mais la famille, ça représente toute la société. Bon, alors voilà, c'est une humiliation. C'est pour ça tout le monde n'est pas obligé d'avoir vécu un inceste pour pouvoir lire le Voyage dans l'Est. Il suffit d'avoir une ou des expériences, et on en a tous, de l'humiliation, l'humiliation courante, la petite humiliation ou la grande. C'est très commun, ça aussi, ça fait partie des choses à redire, hein, parce qu'elles prennent toujours des aspects différents. C'est pour ça que moi, ça m'amuse bien quand on me dit « Ah oui, on va faire une nouvelle loi, il n'y aura plus d'inceste ». Ah bon, c'est super, il n'y aura plus d'humiliation non plus, alors, hein? L'organisation politique, là, va mettre l'humiliation de côté. C'est un problème parce que justement, elle est construite sur l'humiliation. Comment on va faire? Donc ça, c'est assez marrant aussi, à voir. De voir des gens dont le vocabulaire, c'est le vocabulaire de l'humiliation, dans leur manière de parler, dans leur... Tout le temps, c'est leur métier même. Et c'est eux qui nous disent que voilà, ils s'en occupent, c'est terminé. Voilà. J'ai relu Le Voyage dans l'Est. Je crois que je l'ai lu 5 fois ou 6 fois, je ne sais plus. Mais à chaque fois avec des nouvelles lunettes. Et là, la nouvelle lunette, c'était que, en fait, la première écriture de Christine Angot, c'était l'écriture à son père, les lettres au père, sans faire de mauvais jeu de mots. Oui. Non. Non, ben oui, mais il faut du temps hein, pour réfléchir. Non, mais non, c'était les poèmes à ma mère. C'était les poèmes pour la fête des mères. C'est d'actualité. Oui, c'était ça. Avant les lettres à mon père, il y a les poèmes d'amour à ma mère. Pour Noël, pour son anniversaire, etc. Là, c'est grande, très prolixe sur ce sujet. J'étais. Et j'avais une invention de langage permanente. C'est-à-dire que j'aimais tellement ma mère que j'étais toujours en quête de mots pour la définir. Maman, mais bon, beaucoup de variations. Beaucoup. Et il y a des mots comme ça, je sais pas, c'était quelque chose de très... enfin, voilà. Alors là, de trouver d'autres manières de dire amusantes pour exprimer cet amour avec gaieté toujours. Hein, c'est très important. Hein. Je pense que ça a été ça. Ça, c'est ça mon souvenir premier de choses que j'ai écrites. Alors, je voudrais qu'on parle du bonheur, parce que le bonheur, il est dans ce livre. Alors, pardon, Laure, mais pour ce qui est des lettres à mon père, je vais vous dire pourquoi ça ne pouvait pas être de la vraie écriture, parce que justement, j'avais tellement le trac, en fait. Quand d'être jugée par lui. Quand je lui répondais, si lui il m'écrivait, je lui répondais, je voulais donner une impression particulière. Je voulais envoyer un message. Hein, je voulais me montrer, je sais pas moi, intéressante, bien, cultivée, écrivant bien. Enfin voilà, j'avais trop de messages à envoyer. Et donc, on ne peut pas appeler ça de l'écriture, justement. Peut-être composition, peut-être... voilà, mais... Ouais. Alors, le bonheur. Il y en a beaucoup de bonheur. Il y a eu un paradis perdu, mais d'abord, il y a eu le bonheur. Dans ce que je vous racontais à l'instant, là. Oui, c'est sûr. Mais dans le Voyage dans l'Est aussi. Il y a eu un moment de bonheur, de grand bonheur. Je ne le revois pas dans le Voyage dans l'Est. Ben si, les premiers moments de réunion, si j'ose dire, ont été très bien heureuses. Oui, mais c'est tellement bref,
Je n'arrive pas à les voir comme Et je me suis demandé, justement... pas du bonheur. Oui, oui, si, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est vrai. Parce qu'on sent bien que la narratrice, elle aspire à ce bonheur. Oui, oui, et elle l'a. C'est vrai. Elle l'obtient, elle l'a. C'est vrai. Mais tellement trahi et tellement vite. Ouais, trahi et vite. D'ailleurs, on pourrait dire que le bonheur fait partie du processus d'humiliation. Tout à fait. Vous ne pouvez humilier personne si vous ne lui avez pas donné quelque chose avant. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a en effet une gratification, un bonheur. J'ai un père, c'est merveilleux. Et en fait, c'est un bonheur de l'ordre du bonheur qu'on n'imaginait pas. Oui, c'est ça. Le bonheur qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire, je n'ai pas de père, et c'est pas grave d'ailleurs. C'est pas grave, c'est les autres en ont, bon, ça va. Et puis je suis avec ma mère, j'aime ma mère et tout ça. Mais là, tout d'un coup, ben oui, j'en ai un. Et en plus, c'est un type du même milieu social que mes copines, voire mieux. Parce que il est au-dessus. Ben disons qu'il est au-dessus. Je ne sais pas qu'il soit au-dessus, mais il est intellectuel. C'est pas avocat, patron d'usine, etc. Non, c'est intellectuel. Donc, il y a quelque chose là que, oui, en effet, qui me... Est-ce que c'est du bonheur? C'est aussi être incroyablement reconnu, flatté, réparé dans le lieu de la reconnaissance sociale. Est-ce que c'est un bonheur? Ou est-ce que c'est une satisfaction purement sociale? Je n'ai pas l'impression en lisant votre livre. C'est un bonheur personnel aussi, comme une espèce de complétude. Oui. Et une autre question qui me vient en relisant votre texte, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il y a eu ce bonheur, éphémère certes, que vous avez eu un sentiment de confiance absolue en votre père? Oh ben non, parce que je n'ai pas eu confiance. Non, mais avant que l'irréparable se passe, mais d'abord le bonheur. Mais pourquoi on n'aurait pas confiance? Alors, pourquoi on n'aurait pas confiance dans son père ou dans sa mère? Pourquoi, a priori? Il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Donc on a confiance. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Vous êtes un enfant, vous avez confiance dans votre mère, dans votre père. Vous avez confiance. Surtout si on vous dit c'est une grande histoire d'amour, ils se sont beaucoup aimés, etc. Voilà. Bon. Donc vous avez confiance, ça c'est sûr. Mais et après, premier geste, alors vous cessez d'avoir confiance, ça c'est sûr, tout de suite. En même temps, dès le début, hein, vous comprenez tout. Bien sûr. Ah, mais vous êtes vachement jeune, et donc on ne comprend pas tout le temps. Hein. Je pense qu'à 13 ans, n'importe quelle fille, n'importe quel garçon comprend très bien ce qui lui arrive. Pas sorcier non plus. Mon père m'embrasse sur la bouche, je comprends. Je comprends très bien ce qui se passe. Je ne m'y attends pas. Parce qu'en fait, voilà, on confond. C'est pas parce qu'on ne s'attend pas à quelque chose qu'on ne comprend pas, quand même. C'est pour ça, ce mot de sidération, peut-être c'est ce qu'il veut dire. On ne s'attend pas à quelque chose, mais on le comprend. On est quand même très... Voilà, on sait. Mais oui, mais... On sait, mais on ne veut pas savoir. C'est pas qu'on ne veut pas savoir, c'est qu'on pense que ça peut changer. On espère que ça va changer. Voilà, c'est-à-dire c'est la dimension de l'espoir. C'est quand même très important, l'espoir. Hein. Très, très, très important. Ça, c'est très important. C'est vraiment, c'est l'avenir. Et quand on a 13 ans, on a de l'avenir. Il y a beaucoup de temps devant soi. Donc, il y a plein de raisons d'avoir de l'espoir. Parce que
demain, après-demain, dans 2 mois, dans 6 mois. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est une force, c'est aussi c'est une source de vie, c'est aussi un danger. Et vous aimez le danger? Non, je crois, c'est vrai. En relisant Le Voyage dans l'Est, je me dis, elle aime le danger. Est-ce que j'aime le danger, moi qui suis tellement lâche, qui ai peur de tout? Je parle du danger existentiel. Disons que... Est-ce que j'aime le danger? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire face au danger. Mais ça, c'est pas original, quoi. Je veux dire, on a l'impression que quand il y a un danger, le mieux qu'on peut faire, c'est ne pas bouger. Attendre que ça passe. Voilà. Et ça passe, en fait. Et c'est là que commencent peut-être les mécanismes d'humiliation. Les mécanismes d'humiliation, elles commencent tout de suite. Baiser sur la bouche. Je te connais depuis 8 jours. Tu viens me dire au revoir, tu m'embrasses sur la bouche. Non, c'est un mécanisme d'humiliation tout de suite. Ben non, c'est tout de suite un mécanisme. C'est l'humiliation tout de suite. Et à cette espèce de bonheur, à ce moment-là, il y a la déception. Ça aussi, c'est très important. La déception, être déçu. C'est incroyable, ça. Rencontrer son père, être fier. Et l'attendre depuis si longtemps. Pendant 8 jours, l'attendre depuis très longtemps, que cette attente soit comblée au-delà de ses espérances, et 8 jours après, être déçu. Il y a tout ça. Donc, c'est intéressant aussi parce que, du coup, et c'est un peu ce qui se passe avec le voyage dans l'Est, c'est que il y a toutes sortes de sentiments, l'espoir, la déception, tout ça, ce sont des choses qui sont éprouvées à un haut degré et à un degré inflammable presque. C'est vraiment un degré, c'est très, très, très important, quoi, comme toutes ces choses-là, quoi. Et moi, je préfère nettement cette lecture-là, parce qu'elle est humaine, plutôt que la lecture où on semble observer des souris qui passent des tests et qui ont telle réaction, telle autre, voilà, les victimes réagissent comme ça, tac, sidération, boum, silence, boum, ceci, boum, cela, etc. Donc ça, moi, je trouve ça terrible, en fait. Et parce que c'est pas humain, quoi. C'est juste pas humain. On peut pas traiter comme ça les choses par groupe de dénomination. D'ailleurs, ce qui est très marrant, très, très, très marrant, c'est que toute cette lecture de cet événement, par exemple, ou de ces événements-là, ça ne compose jamais de phrases. Il n'y a jamais de phrase. C'est toujours « il y a sidération ». Oui, alors voilà, le mécanisme de... je ne sais pas quoi. C'est des phrases, grammaticalement, c'est rien, quoi. C'est juste, boum, le mot projeté, quoi. C'est des mots seuls, tac, tac, tac. Des étiquettes, tac, tac, tac. Il n'y a pas de phrase. Ça veut dire qu'il n'y a pas on ne pense pas, pour le coup. Il n'y a pas d'expérience. Mais j'ai l'impression que ça rassure certaines personnes. Ah ok, c'est sidération. Au risque d'être stupide, en relisant le livre, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça?
Est-ce qu'il appartient à la communauté des hommes? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est dingue quand même. Pourquoi? Je pense à une chose que m'a dit ma fille, qui a 30 ans maintenant, enfin bientôt, après sa lecture. Elle m'a dit quelque chose que personne ne m'avait dit encore. Elle m'a dit « Je suis désolée, maman, qu'il te soit arrivé ça. » Je trouve ça super. Mais je pense que toutes vos lectrices et tous vos lecteurs sont comme Léonore. Et après, elle a dit, elle était c'était un peu difficile pour elle, elle était dans une émotion comme ça. Elle m'a dit « Mais c'est qui ce type ? Ouais. Qu'est-ce qu'il croit ? Mais c'est qui ce connard ? » Mais quelle liberté tout d'un coup de pouvoir l'entendre juste. Oui, c'est qui ce type ? Vous êtes qui, en fait ? Et j'ai trouvé ça, c'est pas si souvent, et je dirais même au contraire, que souvent la figure de cet agresseur est souvent parée de tout un tas de qualités, à commencer par l'intelligence, dans ce qu'on en décrit. Ah oui, attention, il est très intelligent. Ma fille, elle dit, c'est qui ce connard ? Et voilà. Et la victime en face sidérée. Vraiment, je crois qu'il faut vraiment... Il faut qu'on arrête, quoi. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Hein. Vraiment. Hein? Ben, ce connard, c'est son grand-père. Mais Oui. elle l'appelle le connard, et ça ne sera jamais son grand-père. Non. Donc c'est fini pour le connard. Alors donc, ma dernière question, ça sera, est-ce que vous auriez pu écrire ce livre, votre père vivant, ou est-ce qu'il a fallu attendre sa mort? Ah non, bah non. Non, mais je sais bien que les autres ont été écrits de son vivant. L'inceste, il est oui, mort. Mais celui-là, mais il non, était mort. Oui, non, ça c'est pas... Non, ça, alors là, si j'avais... Non, en revanche, c'est le temps qu'il m'a fallu à moi. Ça, oui. Mais s'il avait été vivant, moi, j'aurais écrit et publié ce livre de la même façon. Non, non. Ah non, ça moi, alors là, il y a une différence, une distinction, pour moi, tellement claire entre le réel et la fiction. Hein, parce que je répète que la fiction, ça ne veut pas dire c'est vrai, c'est faux. Non, ça ne veut pas dire ça, fiction. L'espace fictionnel, c'est l'espace qui est irréel. Un livre, c'est irréel. Des phrases, c'est irréel. C'est tout. Ça ne veut pas dire que... voilà. Et puis, il y a des choses réelles. Bon. Mais sinon... non, les choses réelles ne me font pas peur. Vraiment, par rapport à l'écriture, je ne vois vraiment pas... Ah non, si je peux faire un livre qui dise, si je peux faire le voyage dans l'Est, je vais faire et je vais me dire, ah oui, mais non, il est vivant. Non, ben non, c'est pas important ça. Non, non. Alors, ultime question, comment comprenez-vous que ce voyage dans l'Est ait été à ce point accueilli, accepté, glorifié, alors que d'autres livres étaient plus difficile à passer ou à faire passer? Parce que je pense qu'il y a une dimension dans le voyage dans l'Est contre laquelle dont je me suis prémunie pendant très longtemps. Et je continue de le faire dans d'autres aspects. C'est la dimension de ma propre souffrance. Je ne suis pas quelqu'un qui va pleurer sur un plateau de télé. Je ne suis pas quelqu'un qui va... Enfin, je n'avais jamais écrit... À partir de je. Ma propre souffrance,
je pense, j'ai pensé, voilà, tout ça, toutes ces choses-là qui sont dans le livre, où qu'on voit cette jeune fille en train de penser, et on comprend très bien la souffrance. Elle n'exprime pas sa souffrance, mais on la voit en train de souffrir. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est de l'ordre de la fierté, et que l'inceste est une humiliation, je l'ai dit, comme beaucoup d'autres comportements d'ailleurs. C'est une mise en esclavage, hein, c'est une appropriation. Bon. Et donc je pense que la question de la fierté est quand même quelque chose que j'ai beaucoup, enfin, qui est très 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 présent, sorte de fierté, voilà, on ne va pas pleurer dans le... C'est quoi, enfin, je déteste ça, quoi, vraiment. Alors que c'est quand même ce qui est recherché par le discours médiatique, hein. Vraiment, hein, moi j'ai revu des extraits, parce que des extraits d'émissions de la rue, ça se discute et tout ça, je peux vous dire, mais c'est indigne. Et c'était présenté comme, ah oui, des grandes émissions sur des sujets graves, etc., des gens qui ont le courage, je sais pas quoi. Enfin, mais c'était mais monstrueux, monstrueux. Et donc là, oui, la dimension de la fierté, je pense, était un élément qui fait que je prenais les choses par un autre côté, quoi, hein, l'amour pour ma mère, des choses comme ça, voilà. Et que, bon, là, j'ai estimé que c'était négligeable, la question de la fierté. Ben, merci infiniment, Christine. Donc, tout à l'heure, Nicolas Laffitte viendra sur le plateau pour parler avec vous, mais aussi pour faire s'exprimer des personnes avec qui vous travaillez en ce moment. Et tout de suite, vous avez la chance d'assister à une lecture de Christine, de ce voyage dans l'Est. Et personnellement, je voudrais encore la remercier pour tout ce qu'elle écrit, mais surtout aussi pour ce dernier livre, parce que, comme les grands livres, il y a quelque chose d'inépuisable. Donc, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à relire. Merci. J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer. L'immeuble faisait environ 4 étages. Devant, il y avait quelques places de parking. On entrait par une porte vitrée. La réception se trouvait sur la gauche. Il y avait un ascenseur au fond. Un escalier en bois avec un tapis qui parcourait les marches et assourdissait les pas. La façade était plutôt moderne. La pierre blanche. Il y avait des bas-reliefs de forme géométrique, je crois. C'était pendant les vacances d'été. J'avais 13 ans. Je venais de finir ma 5e. Ma mère avait eu l'idée d'un voyage dans l'est de la France. On a quitté Châteauroux au début du mois d'août. On s'est arrêté à Reims, à Nancy et à Toul. On est arrivé à Strasbourg un jour de semaine, en fin de matinée. Ma chambre se trouvait au 2e étage et donnait sur la rue. Celle de ma mère à l'étage du dessus, dans la partie latérale. La mienne devait être à l'est ou au sud-est, car il y avait une très forte lumière. Le papier peint était jaune. J'avais ma salle de bain, mes toilettes. Ma mère et moi partagions habituellement la même chambre. Mon père avait fait la réservation et téléphoné. Elle me l'avait passée
J'avais éclaté en sanglots en entendant la voix. J'étais assise sur le lit, anxieuse. On a frappé à la porte. Ma mère est entrée. Bon, il vient de m'appeler, il sort de son bureau, il sera là dans 20 minutes. Tu préfères l'attendre ici ou en bas dans le hall? Ici. Je me suis mise devant la fenêtre. Mon cœur battait. Qu'est-ce qu'il a comme voiture? La dernière fois, il avait une DS. Ça fait un certain temps, il a dû en changer depuis. De quelle couleur? Alors ça, bleu peut-être? Je n'avais pas de souvenir de lui. Je n'exprimais pas le désir de le rencontrer. Je répondais qu'il était mort quand on me demandait où il était. « Reste pas là-bas, Christine. Viens t'asseoir à côté de moi. » J'avais vu une seule photo de lui, elle datait d'avant ma naissance. Il portait une chemise blanche rentrée dans un pantalon ceinturé. Il était mince. Il avait les cheveux bruns, des lunettes. La figure masculine de mon enfance était mon oncle. Je lui avais offert une année le cadeau fabriqué à l'école pour la fête des pères. Un étui à peigne en sky qui se glissait dans la poche d'une veste. Parce qu'il aimait s'habiller et se parfumer, et que je n'ai pas osé l'envoyer à mon père. En le lui donnant, j'avais été gênée. Je ne l'ai jamais vu l'utiliser. Mon grand-père venait à Châteauroux une fois par an. C'était un juif d'Europe centrale né à Alexandrie qui parlait 10 langues. Les relations entre ma mère et lui étaient très difficiles. Il y avait peu d'hommes dans mon entourage. Les rapports étaient lointains, les conversations limitées à la politesse, les commerçants, les pères de mes copines. Tous mes professeurs étaient des femmes. Je fréquentais l'établissement privé de la ville. Les pères attendaient leurs filles à la sortie le samedi. Je les apercevais de loin, assis au volant de leur voiture, la plupart du temps une déesse, ou j'en croisais un dans le couloir d'un appartement quand j'étais invitée à un anniversaire. On a frappé à la porte. Mon père est entré. L'image que j'avais élaborée à partir de la photo que je connaissais ne correspondait pas à la réalité. Je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma. L'allure élégante et décontractée, pas de cravate, le pli du pantalon qui retombait sur le bout de la chaussure. Les cheveux étaient très noirs, un peu longs sur la nuque, une mèche sur le côté. Je me suis jetée dans ses bras, en pleurant, la respiration hachée par les sanglots. Je suis contente de te connaître. Je suis contente. Je pleure, mais c'est parce que je suis contente. Moi aussi, Christine. Il a refermé les bras sur moi. Ma mère a posé une main sur ma nuque et m'a dit des paroles rassurantes. La pièce était remplie de lumière. Il avait réservé une table au buffet de la gare, qui figurait dans le guide Michelin et faisait des spécialités alsaciennes. Tu aimes la choucroute? Pas tellement, non? Je vois que tu as de la personnalité, en tout cas. Ma mère a dit, l'œil brillant, le coin de la lèvre légèrement relevé. Elle a de qui tenir, Pierre. Il a souri. Le sourire était très particulier, les lèvres fines et très étirées. Dans l'ascenseur, il tenait une cigarette entre ses doigts. Les mains avaient la même forme que les miennes. J'ai été surprise que ma mère ne m'ait jamais parlé de cette ressemblance. Puis, on est passé devant la réception. Je me suis représenté l'image qu'on donnait en guettant les regards avec cette image en tête.
j'ai senti une bouffée d'orgueil qui m'envahissait. C'était une sensation de légèreté et d'importance à la fois. Sur le parking, il marchait devant moi. Il n'était pas aussi mince que sur la photo que je connaissais. Il venait d'avoir 44 ans. Tout indiquait la confiance en soi, la manière d'allonger le pas, le balancement des épaules, la façon dont elle jouait dans la carrure de la veste, la tête haute, le dos droit. Ma mère ne déparait pas. Chemise blanche, chemisier vert, boucle d'oreille. Il a pointé une direction avec ses clés de voiture au bout du bras. Tu vois, la blanche, là-bas? Le voyage dans l'Est était fondé sur 3 raisons. La candidature que ma mère venait de poser à la Sécurité sociale de Reims, une amie qui lui avait prêté un appartement à Toul, et la nouvelle loi sur la filiation, qui permettait aux pères de reconnaître a posteriori un enfant naturel. Ils sont bilingues, tes enfants? Leur mère s'adresse à eux en allemand depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont pas d'accent? Ils parlent comme des petits Allemands, c'est très amusant. Tu connais combien de langues, toi? Il a cité un chiffre entre 20 et 30, en le disant approximatif. J'aimerais bien rencontrer tes enfants. Ils sont encore petits, tu sais. C'est pas grave. Tu parles aussi chinois et japonais? Christine, tu vas laisser ton papa un peu tranquille? Il a répondu qu'il n'était pas spécialiste de ces langues, les pratiquait et lisait les journaux. Dans ce domaine, un de ses collègues occupait le poste qu'il occupait pour les langues indo-européennes. Il a ajouté en souriant « Nous sommes de bons éléments ». Après-midi, ma mère et moi nous sommes promenés sur les quais de la Petite France, le quartier qu'il nous avait conseillé de visiter. Il est formidable, maman. Tu vois que je ne suis pas allée te chercher n'importe qui. Le fait qu'il l'ait rejeté, après avoir voulu un enfant d'elle, quand elle avait été enceinte, la mise au banc qui en avait résulté dans la société de l'époque, qu'il se soit marié avec une Allemande quelques années plus tard, dans des circonstances analogues. Tout était oublié, relativisé, justifié. Et j'adore son genre d'humour. C'était drôle quand il a dit « nous sommes de bons éléments ». Il a dit ça? Oui, tu sais, à propos de la personne qui fait le même travail que lui au Conseil de l'Europe pour les langues asiatiques. Le lendemain, on est parti à Gérardmer. Il faisait beau. On roulait vitre ouverte. Je portais un jean et une chemise indienne. Les pieds nus posés sur le tableau de bord, j'avais les cheveux au vent. L'hôtel donnait sur le lac. Un escalier en pierre desservait les étages. De mon lit, je voyais le soleil couchant. Et une petite lampe éclairait ma lecture. Il nous a rendu visite le samedi. On s'est promené dans un parc. À propos de la lumière intense qui s'abattait sur l'herbe verte, il a utilisé l'expression « satt grün » en précisant que « ich bin satt » en allemand signifiait « je suis rassasié ». Son visage s'est illuminé à la pensée de l'accord entre les mots et la couleur de l'herbe. C'était ça, un vers rassasié, repu, comblé. Il a cherché un équivalent français, il n'en a pas trouvé. Il a raconté une blague. Un homme se désolait de la réputation de la langue allemande, qu'on disait dur et haché, comparé au français qu'on disait doux et harmonieux. Pour démontrer que cette réputation n'était pas fondée, l'homme avait dit d'une voix flûtée «
Die Vögel singen in den Wäldern. Puis, d'une voix gutturale, les oiseaux chantent dans la forêt. J'ai ri aux éclats. Un peu plus tard, allongée dans ma chambre, je lisais. Le téléphone a sonné. Ton papa va partir, il a quelque chose pour toi. Il peut passer te voir? Il m'a tendu un sac en plastique qui contenait un dictionnaire d'allemand, une grammaire allemande et une grammaire italienne. Ah, merci. Merci beaucoup. J'étais touchée, flattée. Il se tenait debout, au fond de la pièce, à contre-jour. Tu es tellement différente de mes autres enfants. Pourquoi? Avec toi, tout est simple, et j'ai l'impression que je peux être moi-même. Loulou est charmante. Loulou? Oui, Louise, tout le monde l'appelle Loulou. Elle est adorable, Antoine est un petit garçon très sympathique, mais il ne me pose jamais de questions, tu vois, par exemple. Ils ont de la chance pourtant de vivre avec toi, je trouve. J'aurais bien aimé, moi. Je suis fière d'avoir un papa comme toi, tu sais. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Pour moi aussi, Christine, c'est une rencontre extraordinaire. Il me regardait dans les yeux. Il a fait un pas en avant et m'a embrassé sur la bouche. Le mot inceste s'est immédiatement formé dans ma tête. J'ai pensé en me le formulant, tiens, ça m'arrive à moi, ça? Voilà. Christine Angot. Chère Christine, nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures, pardon. Merci pour cette lecture, parce que c'est beau, c'est une grande expérience, je trouve, de vous entendre lire. Pour nous, c'est important. Vous lisez assez souvent, régulièrement sur scène. Est-ce que vous prenez du plaisir à être sur scène? Est-ce que c'est important pour vous? Ah, c'est pas tellement la question d'être sur scène, c'est la question de dire aux personnes qui sont là ce qu'il y a écrit dans le livre et oui, on est ensemble pour l'entendre. Oui, ça, j'aime bien ça. Oui. J'aime bien ça parce que il n'y a que comme ça qu'on peut dire vraiment les choses. Comme ça, sur un plateau? En tout cas, par un texte. On n'est pas obligé d'être sur un plateau, on peut être ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est pas la précision de ce qui nous arrive, parce que s'il n'y a pas de précision, il n'y a rien du tout. Donc, s'il n'y a pas de circonstances, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des idées. Et dans la précision, tout le monde enfin, il n'y a aucun problème de communication dans la précision. Mais la précision, ça prend du temps. Voilà. Mais ce qui est important pour nous, en tout cas pour moi, quand je vous entends lire, ou que j'entends un écrivain ou une écrivaine lire, c'est d'entendre la musique de vos mots, de vos phrases, de vos compositions. Est-ce qu'elle est importante, la musique, lorsque vous écrivez? Quand je parle de musique, c'est le rythme de la phrase, c'est la mélodie aussi. Alors il faut s'en méfier, il faut faire très 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 attention, parce que justement, il faut que ça reste une phrase, et il faut faire très 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 attention à ne pas se dire « Ah oui, il y a un rythme, etc. » Et donc, voilà, je fais de la littérature, la ponctuation, etc. Il faut faire très très gaffe. La ponctuation, elle est là pour faire apparaître le sens, pour faire apparaître ce qui se dit, pour faire apparaître ce qui se ressent, pour faire apparaître, pour que ce que le lecteur va entendre ou ressentir ait tel ou tel caractère, que
que ce qu'il ressent porte sur tel mot ou sur tel autre. Enfin, tout ça, c'est... Voilà. Et si on monte dans un train de rythme, par exemple, oui, alors ok, on va être dans un train de rythme, mais qu'est-ce qui passe? Voilà. Donc ça, il faut faire attention. Très, très, très attention, parce que la lecture, moi, parfois, j'entends comme ça, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Attention, voilà. Donc, je pense que la musique... enfin, vous savez, le sens a un son incroyable. Incroyable. Et justement, il ne faut pas le masquer derrière la musique. Hein, c'est exactement comme dans les chansons. J'entends pas ce qu'il dit. Voilà. La musique est tellement forte, je n'entends pas ce qu'il dit. Il y a un lead qui est là, il y a un chanteur qui chante, qui dit quelquefois des choses. Bon, et quelquefois, voilà. C'est important qu'on entende. La chanson, c'est aussi ce que ça dit. Hein. Si la musique, opéra, chant, chanson, n'importe quoi, nous touche, c'est parce que ça dit quelque chose. Si à un moment donné c'est écrasé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Les chansons qui nous touchent le plus et qui restent sont celles qui nous disent quelque chose. Et il y a une attention à avoir là, avec le texte, c'est exactement pareil. Est-ce que je me fais plaisir en montrant que oui, on y va dans la musique, ou est-ce que... Voilà, il ne faut pas qu'on perde des modulations, des fréquences sensibles en ajoutant des fréquences sonores. Donc c'est un équilibre. Et j'imagine que c'est la même chose alors au théâtre, parce que vous êtes aussi dramaturge. On va parler de théâtre, notamment avec Stanislas Nordet, qui nous a donné son témoignage. Quel besoin vous aviez finalement d'aller aussi vers le théâtre, l'écriture pour le théâtre? Mais ça, c'est quelque chose qui s'est fait très vite en fait. Hein. C'est-à-dire que mon premier roman, Vue du ciel, est sorti. Et tout de suite après, j'ai eu envie d'écrire une pièce. Je crois que le plateau, c'est un espace qui me parle, parce que c'est tellement simple. Enfin, c'est pas si simple que ça, je veux dire, je pense que les metteurs en scène ne pensent pas que ce soit si simple que ça. N'empêche que, géographiquement, c'est simple, quoi. Hein. Devant, derrière, à droite, à gauche, tac, tac, jardin court, comme on veut. Mais enfin, quand même, c'est simple. Il y a des gens sur un plateau, il y a des gens devant. Il y a quelque chose c'est géométrique, et il y a quelque chose dans la géométrie qui me plaît beaucoup. Un livre aussi, c'est géométrique. Hein. Il est ouvert ou il est fermé, c'est géométrique. Et à l'intérieur, c'est la fiction, et à l'extérieur, c'est le réel. Et bien là, c'est pareil. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire, enfin, qui m'intéresse beaucoup, quoi. On reviendra peut-être dessus après avoir écouté le témoignage de Stanislas Nordet, qui est un de vos amis, comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre national de Strasbourg. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'il m'a parlé du livre, et j'espère qu'on va devenir amis. Mais ah oui, moi, la manière dont il a parlé de vous, j'ai cru que vous étiez amis depuis très longtemps, finalement. On se croise sans doute forcément depuis un certain temps, mais enfin... On se tutoie depuis qu'il a lu Le Voyage dans l'Est. Ah oui, d'accord. Allez, on le regarde. En lisant Le Voyage dans l'Est, je dois avouer que j'ai été dans un état de sidération, en fait, parce que il me semblait qu'à l'intérieur de ce récit-là, elle disait des choses qu'elle avait toujours dites et qu'elle n'avait jamais dites à la fois, et que le regard qu'elle posait était un regard qu'elle arrivait encore à renouveler, mais de manière peut-être encore plus incroyable que d'habitude. Et surtout, quand j'ai lu, ce qui ne m'était pas arrivé, jamais, je pense, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que ça se dise. Je me suis évidemment très vite posé la question de
Qu'est-ce que c'est adapter? Comment adapter? Particulièrement parce que c'est pas dans mon ADN. Donc très vite, j'ai dit à Christine qu'il me semblait qu'il fallait que ce soit une épopée. Je serais presque tenté de quasiment dire, il ne faut pas adapter, il faut tout faire, avoir cette folie-là, comme si on avait moins le droit de prendre le temps. Et là, je pense qu'il faut prendre le temps et qu'il faudra prendre le temps. Donc ça, c'est la première intuition. Ensuite, la deuxième intuition, c'est qu'il faut que toute la galaxie des personnages, c'est un texte polyphonique, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut surtout pas réduire le texte à ce face-à-face entre le père et la fille, mais qu'au contraire, ce qui est très très riche dans le roman, c'est la polyphonie d'une certaine manière. C'est toutes les voix, c'est tous les personnages, et y compris les personnages qu'on entrevoit. Quel visage, quel corps, quelle voix pour Christine aujourd'hui, quelle voix pour Christine hier, quelle voix pour le père. Parce que, évidemment, quand on est dans l'espace du roman, on se construit chacun, nos visages, nos corps, nos voix, elles n'appartiennent qu'à nous. Quand on lit un roman, on est seul face à la lecture du roman. À partir du moment où on passe à l'espace du théâtre, on personnifie, on incarne. Et là, je dirais, au stade où j'en suis, d'ailleurs on en parle avec Christine, c'est le plus complexe pour moi. C'est quel corps, quelles voix vont pouvoir incarner ces personnages. Et après, sur l'écriture elle-même, je pense que ce qui m'a toujours beaucoup touché, et touché au cœur, violemment, au plexus, dans l'écriture de Christine, c'est que c'est très très écrit, justement. C'est que c'est pas du tout un langage naturaliste du quotidien, et en même temps ça parle de la vie et d'aujourd'hui, et on est dans un réel profond, et l'écriture arrive justement à partir ailleurs, par je ne sais quelle magie, hein, ça je ne sais pas, je ne suis pas dans le corps écrivant, donc il doit se passer des choses incroyables, mais je ne suis pas capable ça de les décrypter, et puis en plus j'aime bien garder le secret de ça, quoi. J'aime bien ne pas savoir comment ça s'écrit. Et après, donc j'ai l'impression que le travail le plus important pour moi, ça va être de faire entendre la littérature, parce que finalement, je pense que l'enjeu du travail de Christine Angot, c'est ça, c'est cette façon dont la littérature est là, profondément, l'air de rien. Chez Christine, il y a quelque chose de l'ordre d'une chose sourde, invisible, qui apparaît de manière tranchante parce que on ne voit pas les racines, finalement, et que les racines sont là, mais qu'on ne les voit jamais. Voilà, c'était Stanislas Nordet. Une petite réaction, Christine, et puis je me demandais aussi si c'était évident de confier son texte comme ça à un metteur en scène. Un metteur en scène, vous savez, non, il faut que ce soit... Il faut quand même qu'il y ait quelque chose, hein. Il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il vous dise des choses qui vous intéressent, quoi, parce que sinon, on peut être aussi, il peut y avoir des grosses déceptions, hein. Il peut y avoir des contresens, il peut y avoir ça, c'est très dur, hein. Vous cassez la tête à essayer d'écrire quelque chose, vous voyez l'adaptation, il dit le contraire, hein. Donc c'est très très dur, hein. Sinon, moi non, mais ce qui me plaît, c'est, si vous voulez, c'est incroyable de penser que ça puisse, qu'il y a quelqu'un qui, à son tour, peut être inspiré par le texte que vous avez écrit, et que lui parte aussi dans son histoire, parce qu'il va partir dans son histoire, sa relation à la littérature, mais aussi son histoire à lui, de ce qu'il connaît forcément. Donc, puis il y a des choses là qui me plaisent énormément. Quand il dit on ne voit pas les racines, oui, bien sûr, ça c'est important. Voilà, quelque chose là qui est vrai. Il y a quelqu'un aussi qui est très inspiré par votre manière de travailler, c'est Pauline Gaillard. Pauline Gaillard, on l'a rencontrée il y a quelques jours avec Pierre Morales qui a réalisé ses vidéos. Pauline Gaillard est monteuse pour le cinéma. Elle a notamment monté des films de Sébastien Lifshitz ou de Valérie Donzelli. Et vous travaillez avec elle parce que vous avez déjà écrit pour le cinéma, mais là, pour la première fois, vous réalisez un film documentaire.
On est allé l'interviewer, on va peut-être regarder son témoignage tout de suite sur votre complicité et votre travail ensemble. Moi, je suis une monteuse pour le cinéma. Je monte donc des films documentaires et de fiction. Et c'est un travail qui consiste à regarder ce qui a été tourné et l'assembler pour faire le meilleur film possible, le meilleur récit possible. Elle réalise son premier film. C'est un film documentaire dont je ne vais pas dire plus parce que je ne veux pas en dévoiler les contours qui sont encore en fabrication. Mais donc elle arrive avec sa pratique d'écrivain dans la fabrication de son premier film. Et donc elle amène avec elle sa façon de travailler, sa façon de penser, qui n'est pas du tout, mais pas du tout modelée par les habitudes du cinéma. Et par exemple, c'est quelqu'un, alors encore une fois, c'est mon point de vue, hein, peut-être qu'elle ne serait pas d'accord avec ce que je vais dire, mais il me semble avoir compris que c'est quelqu'un qui a besoin de faire avant de formuler ce qu'elle est en train de faire. Et qu'elle ne peut pas formuler à l'avance ce qu'elle fait, ou ce qu'elle a l'intuition qu'elle doit faire, ou ce qu'elle a l'intention de faire. Et c'est quelqu'un qui va trouver en faisant. Or, qu'est-ce qu'on fait d'habitude en salle de montage ? D'habitude en salle de montage, que ce soit en fiction, mais en particulier et encore plus en documentaire, on discute. Moi, par exemple, j'arrive avec, je vois la matière avec elle, on réfléchit, et puis évidemment, j'ai des idées qui me viennent. Donc je les propose. Je lui dis, tiens, on pourrait faire... Et elle me dit, non, non, mais me dis pas. Fais. Et alors, il y a une autre chose aussi qui est très, très particulière. Encore une fois, c'est moi hein, qui parle. Je ne sais pas si elle serait d'accord, mais c'est quelqu'un qui a un rapport au temps très particulier pour trouver le film juste, quoi, qui ne peut pas se formuler à l'avance, mais qu'on va trouver ensemble. Par moment, on regarde ce qu'on a fait, et puis donc on est très concentré, on regarde, ça peut durer 3/4 d'heure, 1 heure, on regarde ce qu'on a fait. Donc moi je suis là, je regarde l'écran, puis elle est à ma droite et elle regarde l'écran, puis je l'entends qui prend des notes. Et quand elle écrit, c'est très... c'est pas le petit stylo qui glisse sur la feuille, quoi. C'est vraiment une espèce On a l'impression qu'elle se bat avec son stylo et son papier, ça fait du bruit, elle tord les feuilles, il y a quelque chose qui est très... c'est très vivant, quoi. Et je me souviens les premières fois, quand le visionnage s'arrêtait, je me disais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle a pris des tonnes de notes, il n'y a rien qui va, on va tout jeter à la poubelle et tout. Et je lui dis, ça va, Christine? Elle me dit, ah oui. Oui, oui, très bien. Et ce qui est aussi hyper important, c'est qu'il y a un enthousiasme à faire les choses. Il y a un enthousiasme qui n'est pas seulement celui de Christine Angot, écrivain, qui fait un premier film et qui découvre ce que c'est de faire un premier film. Il y a un enthousiasme dans le travail qui est, je pense, un dénominateur commun entre elle et moi. C'est-à-dire qu'on adore ce qu'on fait. On adore ce qu'on fait. Et donc, il y a à la fois cette espèce de confiance qu'on se donne en faisant ce film et un plaisir à le faire qui est très très grand. Voilà, c'était Pauline Gaillard. Ne me dis pas fais. Ça a l'air important, hein, le faire. Oui. Dans tous mes micros. Oui, et je vais vous dire même une chose, je pense que ça a complètement à voir avec ce que disait Stanislas Nordet à propos des racines qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, à l'instant, Pauline disait oui, ne me raconte pas, fais. Je vais vous dire, parce que quand on me raconte, je m'ennuie, en vrai. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire, pourquoi on va faire ça? Parce que ça va raconter ça, parce que du coup, telle idée va s'entrechoquer avec telle autre, et du coup, ça va être tellement intéressant. Je m'en fiche complètement. Dès lors que ça résonne comme ça, dès lors qu'on peut expliquer, dès lors qu'on peut dire ce qu'on veut faire,
ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Quel intérêt à ce moment-là? Bon, donc, dès lors, justement, parce que là, pour le coup, que les racines dont parle Stanislas seraient visibles. Hein, voilà. Or, ce qu'il faut, je dis fait, parce que, justement, dans ce qui va être fait avec de la littérature ou avec des images de cinéma, eh bien, justement, c'est un langage qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas traduire verbalement, ou alors, si on peut le traduire, c'est que ce n'est pas intéressant. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on va faire un film? Je ne comprends pas. Donc, si c'est juste pour m'expliquer, d'ailleurs, je le sais déjà, la raison qui va avec, donc c'est quand même avec l'espoir qu'on ne va pas être réduit à cette raison-là, autrement dit, à illustrer un point de vue et une idée, parce que là, ce n'est pas du tout intéressant. En revanche, dans la manière de regarder une image, de la composer, et là, il peut se passer des choses inattendues et qui auront une forte résonance en chacun de nous. Oui, parce que justement, ce n'est pas explicable. Souvent, les gens disent « Ah oui, par les mots, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. » Ben, si, on peut dire tout ce qu'on veut avec les mots, mais pas avec les mots comme ça, quand on parle. Ça, non. Ça c'est vrai qu'on ne peut pas. Mais on peut avec un travail autre. C'est le fameux carnet sur lequel vous notez vos commentaires, celui-ci? C'est un peu petit, ça, pour noter mes commentaires. Je vous ai vu noter quelque chose, vous vouliez partager quelque chose? Parce que ce que j'ai noté, c'est parce que quand elle dit, oui, c'est ça, parce que quand elle dit que je n'explique pas, mais que je fais, en effet, c'est cette même question, c'est que, oui, pour moi, ce qu'il faut, c'est essayer, en fait. C'est essayer. À chaque fois qu'on vous dit, oui, je voudrais écrire un livre, je voudrais faire un film, ça va être ça, 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 c'est rare, ça ne peut pas m'intéresser. Ou alors, il faut que j'arrive à attraper un truc. Mais bon, il faut essayer. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut rien savoir. En revanche, on essaye, on voit que ça ne va pas. Les 3/4 du temps, c'est ce qui se passe. Et donc, on laisse tomber. Puis après, on réessaye. Et puis voilà, donc c'est ça. Mais il faut essayer, c'est assez sûr. Il faut essayer. Le travail du théâtre, c'est exactement ça. Hein. Ce qu'on appelle la répétition, c'est pas autre chose que essayer. Essayer, recommencer, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Réfléchir ne sert vraiment à rien. Mais à rien, quoi. Il faut juste essayer, voir, entendre, et puis c'est tout, en fait. Alors nous, on a essayé d'inviter Laurent Camplone. Malheureusement, il n'a pas pu venir et pourtant, il était vraiment prévu comme un de vos invités. Pour le coup, je crois que c'est vraiment un ami. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Et c'est le dernier témoignage que l'on va écouter. Laurent Camplone, qui est chef d'orchestre et qui est aussi directeur de l'Opéra du Grand Théâtre de Tours. C'est en 2000 ou 2001 que j'ai lu l'Inceste et depuis j'ai lu évidemment tous ses livres. Elle fait, alors je la connaissais à travers ses livres avant de la connaître personnellement. Et ce qui me fascinait dans ses livres, c'est ce que j'ai ensuite retrouvé en elle avec dans d'autres circonstances, un autre usage, mais c'est l'extra-lucidité qu'elle a sur les choses. Je vois chez elle une chose que je n'ai jamais rencontrée à ce point-là. Vous savez, quand en musique, on peut avoir l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est qu'une note. Quand on l'entend, on peut donner son nom. Donc, et puis, ensuite, quand on émet une note, la note s'accompagne de toutes sortes d'harmoniques, c'est-à-dire d'autres notes qui sont conjointes par des résonances et des vibrations. Eh bien, je trouve que Christine, dans la vie, dans nos conversations et dans ses livres, a sur les êtres, sur le monde, sur les situations, à la fois l'oreille absolue. Quand je lui parle de quelque chose, d'une personne, d'une situation, elle sait exactement quelle est la note de la personne dont je parle. Et en plus, elle arrive à lire tous les harmoniques de la situation. Elle a cette espèce d'extra-lucidité qui fait que
quand on discute, et je le redis, je retrouve ça évidemment dans ce livre, mais ce qui est fulgurant, ce sont les discussions, c'est qu'elle arrive à savoir exactement, sans qu'il y ait trop de détails dans ce qu'on se dit, exactement la situation, exactement la personne, exactement oui, comme une note qu'elle entendrait, et tous les harmoniques de tout. Et je pense que pour elle, le monde résonne constamment avec toute cette richesse. Et que une hésitation, un geste, un silence, quelqu'un qui passe, tout ça a un sens extrêmement riche et porteur de sens. Et je pense que c'est ce qui fait d'elle cette antenne inouïe. Enfin, moi, elle me surprend chaque fois qu'on se voit. Alors, Christine Angot, l'oreille absolue finalement dans des situations face à des personnes, une forme, c'est quoi, d'immédiateté. Et en même temps, ce qui est joli dans ce qu'il dit, c'est que vous trouvez tout de suite la note juste, mais aussi toutes les harmoniques qui sont autour, comme les résonances qui sont autour. Je ne sais pas, vous savez, ce sont des questions de... Bon, alors moi, ce qui me plaît énormément, là, c'est que c'est un musicien qui nous parle, hein. Bon, bien sûr. Vous savez, ça dépend beaucoup de ce qu'on entend. Parfois, on entend des choses et il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de son. Enfin, ça arrive, hein, quand même. Voilà. Mais bon, je ne sais pas très bien de quoi il parle. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, pour moi, ça compte énormément la voix. Énormément. La voix, la façon dont quelqu'un pose sa voix, ce qu'il fait avec, ce qu'il dit, c'est tout. Enfin, oui, en effet, il y a à peu près tout dedans. Enfin, il y a à peu près tout. Le rythme auquel on parle, comment on prononce un mot. Parce que, quand même, toute la dimension, si vous voulez, ce qu'on dit, les phrases, tout ça, l'échange verbal est quand même beaucoup, je dirais, la question des opinions a quand même tellement pris le pas. Voyez, quand on parle, ce serait pour dire des opinions, pour dire son opinion. Autrement dit, pour prendre un pouvoir sur quelque chose. Ce serait pour l'emporter. C'est presque toujours ça. Presque toujours. Y compris dans les relations privées, hein, d'ailleurs. Hein. C'est presque toujours ça. Enfin, c'est très fréquent. La scène de ménage n'est pas autre chose que ça, par exemple. Bon. Et c'est pourquoi la scène de ménage, il n'y a rien de vrai qui se dit dans une scène de ménage. Il n'y a que des choses, des colères, des choses instinctives qui se... Non, ce sont des arguments. Tiens, prends ça, toi, prends ça, etc. Donc, il n'y a jamais rien de vrai, parce que chacun veut le pouvoir par rapport à une situation sans du tout, justement, voir les racines et ni même en avoir conscience. Vous voyez ? Bon. Ça, c'est un bout du spectre, quoi. Mais sinon, si on arrive à parler ou à écouter sans être dans cette lutte pour le pouvoir ou pour avoir raison ou pour l'emporter ou pour être celui qui le plus, ou etc., c'est l'infini, quoi. Tout est dit, tout nous est livré, tout nous est livré par les voix, quoi. C'est quand même la chose érotique aussi, la plus importante. La voix, ce que disent les gens, comment ils le disent, quelle grammaire ils utilisent pour dire telle chose, c'est quoi le détour, comment on dit ça,
Comment lui dit ça? Il dit la même chose que lui sur le message. Mais comment lui, il le dit? Alors on tombe amoureux. Voilà. Ou pas. On dit, oh là. Mais c'est la même chose qui est dite, en fait. La même. Et parce que, et c'est surtout, c'est ça que je veux dire au fond, c'est que le rapport qu'on a à la langue, tous, je dis bien tous, est un rapport émotionnel. C'est un rapport émotionnel. Tous les mots qu'on a appris depuis toujours, on les a appris dans des circonstances émotionnelles. Et à parler, on a appris à parler dans des circonstances émotionnelles. Donc, si vous voulez, par exemple, prenons le truc des racines, là, et aussi, il y a eu quelque chose qui s'est dit avec Laure, sur, par exemple, moi, comment je... Prenons sur le voyage dans l'Est, par exemple, on m'a beaucoup dit, et on ne s'est pas trompé d'ailleurs, que ça avait probablement été un livre très difficile à écrire. Bon. En effet, ça a été dit très difficile à écrire. Bon. Pourquoi? Parce que si je veux écrire les points de vue de cette narratrice, bon, à 13 ans, dans telle circonstance, du moment de... voilà ce que je vous ai lu tout à l'heure, la bouffée d'orgueil qui envahit, et puis, ou alors, par exemple, le mot inceste est immédiatement formé dans ma tête, et puis, bon, ça c'est le début, mais il y a plein d'autres choses tout au long du livre. Bon, si je veux pouvoir écrire la phrase qui va avec, comment je fais? Bon. Je suis obligée de me souvenir précisément de ce que j'ai ressenti à tel moment. Bon. Or, par exemple, ces éléments-là, on ne peut pas dire que ce soit agréable. Même la joie de rencontrer mon père et tout ça, vu ce qui se passe après. Donc tout ça, c'est dur. C'est dur de revivre le truc. Donc c'est super violent, super difficile, super dur. Bon. Donc oui, c'est un livre difficile à écrire. En même temps, à un moment, l'état très précis, l'état de pensée très précis dans lequel vous étiez au moment où vous avez vécu telle chose, vous le retrouvez. C'est pas marrant de le retrouver, c'est sûr. C'est pas du tout marrant, mais vous le retrouvez. Très bien. Mais vous le retrouvez parce que vous voulez écrire une phrase et que vous voulez que ce sentiment-là apparaisse dans la phrase, sans être dit, sans être expliqué. Voir Pauline Gaillard. Bon. Pour que ça parvienne, jamais quelque chose qu'on nous a expliqué nous est parvenu. Jamais. Donc, parvenu vraiment. Donc, vous le revivez, c'est super dur, et puis à un moment, pas tout de suite, c'est du travail, mais à un moment, vous trouvez la phrase qui le dit. Qui dit la chose? Qui dit le sentiment lui-même? Bon, qui l'exprime. Et donc ça passe de l'autre côté. Du côté du lecteur, du côté de l'écrit. Alors ça, là, ça c'est pas le livre qui vous a fait le plus souffrir, c'est le livre où vous avez été le plus heureux. Voilà, parce que ça rend très heureux, quand même. Ça, il n'y a pas mieux, autant vous le dire. Il n'y a pas. Donc bon, c'est toute cette chose-là, et donc ça veut dire qu'il y a tellement d'affectivité dans la langue qu'on parle, tous, que forcément, c'est... oui, enfin... Concluez. Je vais essayer de conclure avec ça. Il faut vraiment qu'on conclue d'ailleurs, parce que ça fait 1h45 qu'on est ensemble. Christine Angot, Le Voyage dans l'Est, qui est apparu donc chez Flammarion. Évidemment, vous êtes en signature là dans quelques instants dans le hall de la Criée
Un immense merci, vraiment, Merci à vraiment, vous. Merci pour votre à vous, générosité et vraiment. votre parole. Merci.